Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bonsoir à tous. Après l'édition de l'information, La Ligne Rouge, votre émission d'entretien à bâton rompu ce dimanche encore, prend possession de votre tube catholique. Au menu de cette édition ce dimanche, le précieux soutien du Maroc et de la Chine dans la lutte contre le Covid-19. Cette semaine, les journaux ont évoqué la réception successive le mercredi 17 juin 2020 et le jeudi 18 juin 2020 à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène d'importants dons en matériel du roi du Maroc Mohamed VI et du président chinois Xi Jinping par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ganga. Cette floraison de soutien à l'international qui pourrait pour certains traduire l'efficacité de la diplomatie camerounaise semble pour d'autres réduire la première puissance économique de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale dans une posture peu honorable de pays assistés. Que pense notre invité ce soir au sujet de ces soutiens multiformes et multiples dans le cadre de la lutte contre le Covid-19? Quelle est la réaction que l'inspire l'enquête publiée par l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch sur les dépenses et la gestion du Fonds de solidarité pour la santé? Dans la lutte contre cet ennemi commun, les autorités sanitaires ont adopté une nouvelle stratégie consistant à suivre, tester et traiter les patients au regard de la courbe d'infection toujours à la hausse suite au relâchement dans l'observation des mesures barrières. Nous questionnons ce soir l'efficacité de cette nouvelle stratégie qui, selon certains, vise in fine à traquer dans le dernier retranchement le virus. Mais cette pandémie, il faut le dire, a un impact psychologique inquiétant. L'on a appris cette semaine que les poches de sang sont de plus en plus rares dans les hôpitaux depuis la survenance de cette maladie. Quelle est la situation à Yaoundé 5? Nous ferons le point ce soir avec notre invité. En situation humanitaire et quelquefois d'urgence ou en temps ordinaire, de nombreux dons au peuple sont attribués au chef de l'État au point de faire de lui un souverain à la richesse inépuisable. Cette problématique suscite la question du culte de la personnalité. On en parle ce soir dans cette livraison de La Ligne Rouge. Remaniement ministériel, la question se pose-t-il finalement avec acuité? Quelques voix s'élèvent pour réclamer l'imminence d'un nouveau gouvernement. Comment notre invité ce soir apprécie les actions menées par l'actuel gouvernement piloté par Joseph John Gouté? On en parlera au cours de cette émission. Et en deuxième dorsale consacrée aux questions d'ordre thématique, nous évoquerons les actions menées par la commune de Yaoundé 5 dans la crise sanitaire actuelle, le bilan de l'exécutif municipal au bout de près de 100 jours, le plan communal de développement de cette collectivité territoriale décentralisée, le niveau de recouvrement des recettes qui est une problématique épineuse, la question de l'alternance au sommet de l'État, mais également du renouvellement au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais font partie des sujets qui seront évoqués en deuxième dorsale de cette émission La Ligne Rouge ce soir. À présent, découvrons le profil de l'invité qui a bien accepté d'être des nôtres. Regardez. Il dit avoir pour priorité, lors de ce quinquennat, l'amélioration des conditions de vie de ses administrés, joignant l'acte à la parole, comme il le fait depuis le début de son mandat. Augustin Bala a procédé le vendredi 19 juin 2020 à la pose de la première pierre du chantier de construction des toilettes publiques du quartier Vogada au lieu-dit Escalier Bar, un projet qui marque le lancement solennel du concept un carrefour, une toilette publique à Yaoundé 5. Notre objectif est que désormais à Yaoundé 5, à côté de tout grand carrefour, qu'il y ait des toilettes publiques payantes pour embellir notre commune, pour permettre aux citoyens de ne plus se soulager n'importe où, pour éviter des maladies que cela génère et pour protéger l'environnement. Voilà l'objectif. Il s'agit également pour notre commune de montrer tout son attachement pour le bien-être des populations.
notre équipe, notre exécutif, notre conseil municipal tout entier a pour mission de veiller au bien-être des populations de Yaoundé 5e. Nous avons aussi pour objectif d'embellir notre commune, que ce soit une belle commune dans la ville de Yaoundé. Et pour cela, il faut qu'elle soit propre. Et pour cela, il faut que les populations soient civilisées. Et donc, nous aidons également à travers ces projets à permettre à nos populations d'avoir un cadre pour se soulager. Parce que la plupart du temps, on nous dit, vous voulez donc qu'on aille où? Parfois, des populations, des citoyens sont obligés de se soulager dans la nature, un peu partout dans la commune. Plébiscité à la tête de la commune d'arrondissement de Yaoundé 5, située dans la capitale politique du Cameroun, au terme du double scrutin du 9 février 2020, Augustin Mbala est né en Vogada il y a une quarantaine d'années. Ce diplômé de l'École nationale d'administration et de magistrature est un inspecteur des impôts impliqué dans la victoire de sa formation politique, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, depuis 1996. Ce cadre du parti au pouvoir est par ailleurs l'illustration parfaite du militantisme exemplaire. De la base au sommet, Augustin Mbala a su gravir palier après palier les marches de sa chapelle politique et depuis 2015, il est à la tête de la section RDPC dans la circonscription politique du Founi 5. De son parti politique et du président national, Augustin Mbala garde surtout l'image d'un rassembleur extrêmement pondéré et très peu attaché au bien matériel. Le premier citoyen de Yaoundé 5 est aussi un homme discret mais dont l'efficacité sur le terrain fait l'unanimité. Cet humaniste qui a su cultiver depuis 2013 les fruits de la patience et de la persévérance a occupé avant son élection la fonction de directeur des affaires financières au Centre international de référence Chantal Biya, la première dame du Cameroun. Augustin Mbala est marié et père de plusieurs enfants. Monsieur le maire, bonsoir et surtout merci d'avoir accepté l'invitation de la ligne rouge ce soir sur Info Télévision. Je rappelle que vous êtes une denrée rare sur les plateaux de télévision. C'est très efficace sur le terrain, mais vraiment très rare sur les plateaux. Merci d'avoir accepté d'être des nôtres ce dimanche. Bonsoir, c'est plutôt moi qui vous remercie pour l'invitation. Je propose, monsieur le maire, que l'on débute cette phase d'échange avec vous ce soir avec des questions d'actualité. Je l'indiquais dès l'entame de mes propos lors de cette émission. On parle de ce don offert par le Maroc, mais également la Chine, qui a été réceptionnée par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République cette semaine. Et quelques langues ont tout fait de constater que cette floraison de soutien à l'international dans le cadre de la lutte contre le Covid au profit du Cameroun réduit le pays de Paul Biya au rôle de pays assisté. Partagez-vous cet avis? Non, je ne partage pas du tout cet avis. Je pense qu'il s'agit de la manifestation de la solidarité internationale. Et je pense que dans le cadre du Maroc, c'est un pays ami, tout comme la Chine d'ailleurs, donc ce sont des pays amis. Et du moment où le Cameroun est victime, comme la plupart des pays du monde, de cette terrible pandémie du Covid-19, il est important que nos pays amis, certains, se manifestent à travers ce geste que nous devons apprécier. Et je pense également nous devons nous rappeler que la plupart des grands pays occidentaux, à l'occasion de cette pandémie du Covid-19, ont bénéficié de l'assistance d'autres pays. Ce n'est pas pour autant que ceux qui recevaient ces dons étaient des pays assistés, mais il s'agit tout simplement de la manifestation de la solidarité internationale. Comment observez-vous la traduction dans les faits de l'une des pistes évoquées par le président de la République dans son discours le 19 mai, j'y arrive 2020, où il parlait de privilégier ou de soutenir et d'encourager les solutions endogènes. Est-ce que ce trop-plein de soutien à l'international ne relègue pas au calendre grec cette volonté présidentielle de soutenir les recherches locaux dans le cadre
de la lutte contre le Covid-19? Non, je ne pense pas que cela supplée les solutions endogènes. Je pense que dans le cas du Cameroun, nous avons plusieurs compatriotes qui ont apporté des solutions médicales, des potions, des médicaments parfois traditionnels, mais qui aident à soulager les populations contre cette pandémie du Covid-19. Maintenant, à côté de ces solutions endogènes qui sont promues par les Camerounais, par les nationaux et qui sont nombreux, il y a donc également cet accompagnement des pays amis. Donc je pense qu'il s'agit d'une complémentarité. Les actions se complètent. Et cela n'enlève rien à l'importance des solutions endogènes qui sont apportées et qui sont saluées sur la place mondiale, parce que nous devons reconnaître que le Cameroun est l'un des pays qui observe un grand nombre, un taux élevé de guérison comparativement aux contaminations. Je pense que le taux de guérison doit être le plus élevé en Afrique. Donc je pense que cela ressort, n'est-ce pas, l'importance, la pertinence des solutions endogènes, à côté maintenant de l'accompagnement des pays frères et amis. Vous êtes le premier citoyen d'une des municipalités les plus importantes de la ville de Yaoundé. Est-ce qu'au sein de Yaoundé 5, vous avez également privilégié, dans le cadre de vos actions, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, on en parlera en deuxième dorsale, ces solutions endogènes? Oui, je pense que les solutions endogènes, oui, nous en avons promis du moment où nous avons sensibilisé nos populations dès les premiers moments de cette pandémie à prendre soin d'elles-mêmes, à éviter d'être contaminées, mais aussi surtout à prendre des solutions endogènes, des potions qui nous sont indiquées par nos grands-parents, parfois des écorces d'arbres, et qui aujourd'hui ont pignon sur rue dans les marchés. Or, avant, c'était des potions qui étaient négligées, qui parfois aidaient tout simplement à soulager quelques familles contre des problèmes de paludisme. Mais aujourd'hui, et moi personnellement, j'ai demandé à ce que dans ma commune, que ceux qui peuvent les prendre à titre préventif les prennent. On n'y perd rien à prendre ces potions, ces écorces d'arbres, tout ce qui d'ailleurs est transformé pour produire de la chloroquine et autres. Donc si nous l'avons à l'état naturel, je pense que ça ne gêne personne. Et ça a aidé beaucoup de Camerounais. Parlons un tout petit peu de la gestion des fonds de solidarité liés à cette pandémie. Le Cameroun a visiblement une diplomatie silencieuse, mais qui semble efficace sur le terrain de la lutte contre cette maladie, puisque des mobilisations financières sont observées depuis la survenance de cette pandémie dans notre pays, mais certains semblent s'inquiéter évidemment de la gestion des ressources mobilisées autour de cette pandémie du Covid-19, indiquant qu'on a une administration particulièrement budgétivore. Est-ce que vous êtes inquiet quant à la gestion des fonds jusqu'ici collectés dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, et comment appréciez-vous le rapport de Human Rights Watch qui revenait justement sur le fonds de solidarité pour la santé qui a évidemment été mis sur pied depuis 25 ans et dont les fonds aujourd'hui suscitent quelques questionnements? Je pense que jusqu'ici, les Camerounais ont eu connaissance de toutes les contributions reçues dans le cadre de ce fonds de solidarité, parce que le ministre de la Santé a rendu public la liste de toutes les contributions avec les montants précis contribués par chacun ou alors par chaque organisme. Donc, je pense qu'à ce niveau des contributions, il y a une certaine transparence. Maintenant, quant à la gestion, nous faisons confiance au pouvoir public. Je ne pense pas aussi qu'on va aller afficher que voilà, on a acheté les gants pour 100 millions, on a acheté des comprimés pour... Je pense qu'il y a il y a beaucoup de millions qui circulent autour du Covid-19. Vous n'êtes pas inquiet de... Je ne suis pas inquiet parce qu'il faut également noter qu'avant, les tests étaient très rares. On se plaignait, moi en tant que maire, je me suis plaint à chaque fois que ce n'était pas normal que nous ayons un seul hôpital à Yaoundé où les Camerounais puissent se faire tester au Covid-19. Mais aujourd'hui, ces tests sont vulgarisés. À Yaoundé, il y a au moins 10 à 15 points de tests, de dépistage où on peut aller faire le test du Covid-19. Ces tests-là, on ne nous les offre pas.
Je pense que ce sont des achats. Et donc, il y a également de plus en plus de masques qui circulent, qui sont mis à la disposition des Camerounais. Et aujourd'hui, le personnel médical se plaint de moins en moins, contrairement au début de cette pandémie. Donc, je pense que cet argent est utilisé à bon escient. Et puis, attendons voir que la pandémie cesse ou diminue. Et puis, je pense que nous aurons un compte rendu public de la gestion de ces fonds, tout comme nous en avons aujourd'hui des contributions. Avez-vous minimisé ou apprécié à sa juste valeur le geste du président de la République à l'endroit des 360 communes du Cameroun très récemment? Certains ont au fait de critiquer, certains ont parlé de distraction de cet appui du chef de l'État dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 à Yaoundé 5. Est-ce que vous vous êtes dit c'est trop peu par rapport justement à la situation sanitaire du pays? À Yaoundé 5, nous avons d'abord dit merci. Merci. Je pense que ceux qui critiquent doivent d'abord commencer par dire merci. Parce que ce n'était pas donné. Le chef de l'État a fait preuve de magnanimité vis-à-vis de son peuple et nous devons de lui dire d'abord merci. Maintenant, il est petit, il n'est pas petit, il est suffisant, il n'est pas suffisant, c'est une autre question. Mais je pense que c'est un processus, c'est-à-dire que là, au fur et à mesure que nous avançons, nous recevons davantage de dons. Le chef de l'État a fait sa part et il y a d'autres organismes parfois nationaux et internationaux qui continuent et je pense que au fur et à mesure les Camerounais sont satisfaits. Moi je n'ai pas à me plaindre de ce don. Je pense que tout don doit d'abord être apprécié à sa juste valeur et puis doit faire l'objet d'un remerciement public, tout comme nous l'avons reçu, nous avons reçu publiquement ce don. Les municipalités, pour prendre le cas de la vôtre, ont-elles les moyens pour véritablement combattre cette pandémie, à votre avis? Justement, les municipalités n'ont pas de moyens. Les municipalités n'ont pas de moyens pour combattre cette pandémie parce que les besoins sont énormes. Surtout, nous, les communes des grandes villes comme Yaoundé, où nous avons, comme à Yaoundé 5, près de 400 000 habitants. Vous vous rendez compte que lorsque vous avez une commune de 400 000 habitants et lorsqu'il vous faut des masques, c'est au moins, s'il faut couvrir toutes les personnes adultes, c'est au moins 200 000 masques qu'il faut. Et il faut des seaux à robinet, il faut des gels, il faut du savon, donc les besoins sont énormes. Et malheureusement, les moyens ne suivent pas, les moyens des communes sont réduits. Mais nous ne nous décourageons pas, c'est un serment que nous avons prêté pour servir nos populations et nous le faisons avec les moyens que nous avons. Alors, le chef de l'État appelle à l'union sacrée autour de cette pandémie, invitant toutes les forces vives à se mobiliser autour de cet ennemi commun. J'ai presque envie de vous demander que fait la tutelle des mairies, notamment le ministère en charge de la décentralisation et du développement local et peut-être aussi le FECOM face à cette crise-là. Est-ce que vous vous sentez appuyé par ces deux institutions? Nous nous sentons appuyés particulièrement par le MINDEVEL, notre hiérarchie, qui sensibilise les acteurs. Parce que la semaine dernière, nous avons reçu un important don de l'UNICEF qui, n'est-ce pas, a été stimulé par le MINDEVEL. Donc, ce que le MINDEVEL fait, c'est de prospecter auprès des institutions internationales. Et donc, pour les reverser, pour les orienter vers les communes qui en ont un grand besoin. Donc, nous sommes reconnaissants vis-à-vis du MINDEVEL. Bon, le FECOM, peut-être qu'il se déploie ailleurs, mais dans le cadre de la ville de Yaoundé, nous n'avons pas encore... Sinon, le FECOM nous accompagne dans d'autres domaines. Je pense que nous ne pourrons pas leur en tenir rigueur au niveau du Covid-19. On parlera certainement des domaines dans lesquels le FECOM semble exceller quant aux appuis apportés aux municipalités, mais disons peut-être un mot sur la stratégie gouvernementale de manière globale de lutte contre le Covid-19. Cette semaine encore, au terme de la réunion hebdomadaire présidée par vidéoconférence par le Premier ministre, l'on a appris qu'il faut effectuer des tests massifs. Est-ce que ce discours, vous avez le sentiment que ce discours pourrait susciter une adhésion au niveau de la population, vous qui êtes le premier citoyen d'une municipalité à Yaoundé? Oui, je pense que ce discours est très apprécié. Il est attendu, il était attendu. Parce que les Camerounais ont besoin d'être testés.
beaucoup veulent savoir. Surtout que nous avons appris, les Camerounais apprennent de plus en plus qu'il y a des malades asymptomatiques qui peuvent porter le virus sans le savoir et sans faire aucun symptôme. Donc cela indique que tout le monde doit pouvoir faire le test pour savoir s'il porte le virus ou non. Et donc, le fait de vulgariser ces tests arrange les Camerounais. Et vous n'avez qu'à juger par l'affluence que nous recevons autour de tous ces pôles de tests du Covid-19 pour comprendre que les Camerounais y ont un grand intérêt et font d'un grand espoir en cette vulgarisation des tests du Covid-19. Que pensez-vous de la mise sur pied des centres spécialisés de prise en charge du Covid-19, puisque vous en parliez tout à l'heure? Est-ce que c'est suffisant au regard de la demande, à votre avis? Je pense que ce qui a été prévu n'est pas encore plein. Le gouvernement est certainement conscient du fait que les contaminations augmentent et qu'il faudra également augmenter ces centres qui vont accueillir les malades de Covid-19. Mais nous n'en sommes pas encore à un niveau où on nous informe que tel malade de Covid-19 est rentré à la maison parce qu'on n'a pas pu trouver où le loger. Je pense que ce qui a été prévu est en train d'accueillir les malades et au fur et à mesure le gouvernement prospecte d'autres centres d'accueil. Comment vous avez accueilli les mesures d'assouplissement du gouvernement au sein de votre municipalité? Vous vous êtes dit c'est en offre de soulagement. La situation était-elle tendue au niveau de la trésorerie à Yaoundé 5 pendant la période de confinement? Je dois dire que oui, la situation était tendue, mais honnêtement moi, à mon humble avis, j'aurais souhaité, si mon avis était sollicité, qu'on ait pu ouvrir les bars et autres jusqu'à 20 heures. Les laisser ouvrir jusqu'à 2h, 3h, 5h du matin, comme nous l'observons, devient compliqué parce que quand les gens ont pris beaucoup d'alcool, notamment, ça devient difficile de continuer d'observer les mesures barrières parce qu'il faut qu'on se rende compte que lorsque les snacks et autres étaient autorisés à n'ouvrir que jusqu'à 17h, je crois, oui, il y avait une certaine discipline. Tout le monde s'arrangeait à rentrer tôt chez soi parce qu'on savait qu'à plus de 18h, tout devait être fermé. Bon, du moment où ça a été élargi jusqu'à X heures, déjà que ça a permis une mauvaise interprétation de cette mesure parce que beaucoup de Camerounais ont cru percevoir en cela que le Covid-19 était maîtrisé alors que non. Voilà, donc je pense qu'il était important d'assouplir parce qu'il ne fallait pas asphyxier l'économie du pays. Voilà, je suis d'accord avec le gouvernement sur ce point. Mais il fallait limiter, enfin, pas qu'il fallait, nous n'avons pas de leçons à donner au gouvernement. Je pense qu'ils ont des experts qui réfléchissent mieux que nous dans ces domaines-là. Cette mesure était donc un échec dans la stratégie de riposte gouvernementale, à votre avis? Non, nous ne pouvons pas dire que c'est un échec. Je pense que la mesure a visé... Mais lorsqu'on vous écoute, on a le sentiment que cela a contribué quelque peu à augmenter le nombre de contaminations. Disons que cela a contribué à un relâchement de l'observance des mesures barrières par les Camerounais, c'est clair, ça saute à l'œil nu. Bon, c'est ça la conséquence de ce relâchement. Mais en lui-même, le relâchement n'était pas mauvais parce qu'il fallait éviter d'asphyxier l'économie camerounaise. Mais c'est le Camerounais ordinaire, c'est l'homme de la rue, c'est l'homme qui... comme je veux dire, c'est le Camerounais qui a mal interprété ce relâchement. Au lieu de dire, voilà, le gouvernement nous demande de continuer d'observer, parce que le gouvernement a élargi les mesures de confinement, mais en demandant de continuer d'observer scrupuleusement les mesures barrières. Et c'est à ce niveau que certains Camerounais ont péché. C'est-à-dire, on se plaît du déconfinement, mais on n'observe pas scrupuleusement les mesures barrières telles que l'a recommandé le gouvernement. Et c'est là où il y a eu le hic. Je voudrais qu'on dise un mot à présent sur cette stratégie, puisqu'on parlait justement de la stratégie gouvernementale. Est-ce que finalement, comme certains semblent l'indiquer ou le penser,
vous n'avez pas le sentiment qu'en relâchant l'une de ces mesures, notamment la réouverture des débits de boissons au-delà de 18 heures, le gouvernement avait au-delà, évidemment, de cette inquiétude d'assister les Camerounais, une autre préoccupation, contenir une problématique qui est épineuse depuis plusieurs décennies, le chômage endémique. Oui, nous pouvons penser qu'il y avait toutes ces préoccupations qui avaient été prises en compte pour le déconfinement partiel qui a été prononcé par le Premier ministre. Je pense qu'il y a toutes ces considérations parce qu'effectivement, le confinement paralysait considérablement l'économie camerounaise et mettait déjà beaucoup de personnes au chômage. Il faut également avouer que au Cameroun, en Afrique en général, nous sommes dans un système où l'informel prime sur le formel en ce qui concerne l'économie. Donc, le confinement amenait beaucoup de jeunes gens, beaucoup de familles, beaucoup de personnes qui vivent au quotidien du secteur informel, de les priver finalement de leurs revenus, et cela constituait effectivement un danger pour le pays, pour l'économie, pour la stabilité sociale même. Donc je pense que c'est tous ces aspects qui ont contribué à l'allègement des mesures. Monsieur le maire, est-ce que vous avez été convaincu par les mesures d'assouplissement qui ont été prises? Est-ce que ces mesures vous ont paru suffisamment impactantes sur le quotidien des Camerounais? Je pense que si les Camerounais avaient fait preuve de beaucoup de civisme, de meilleur civisme, oui, il n'y aurait pas eu de problème. Les mesures en elles-mêmes étaient bonnes, sauf les ouvertures jusqu'aux heures. Mais le principe qui sous-tendait ce déconfinement était noble. Le principe qui a sous-tendu ce déconfinement partiel était noble. Et c'est à ce niveau que nous soutenons le gouvernement. Mais maintenant, nous demandons aux populations également de faire leur part, parce que le gouvernement a fait sa part en levant certaines restrictions. Mais le peuple aussi doit faire sa part en continuant d'observer strictement les mesures barrières, plutôt que de laisser aller qu'on observe de plus en plus, parce que certains, juste comme si voilà, le Covid-19 n'existait plus, ou alors c'était l'affaire des autres. Parlons de l'impact psychologique de cette pandémie. La presse cette semaine a évoqué la rareté des donneurs de sang dans les hôpitaux de district. Est-ce que vous avez fait la même constatation au sein de votre municipalité? Est-ce que vous avez, vous, le sentiment que les populations, vous administrez, redoutent les hôpitaux de plus en plus depuis la survenance de cette pandémie? C'est clair que les populations redoutent les hôpitaux. Les populations, depuis l'avènement du Covid-19, ont peur d'aller à l'hôpital parce que les hôpitaux, au sens de leur entendement, sont devenus des foyers de contamination du Covid-19, parce que nous avons beaucoup de personnes. Est-ce que c'est absolument faux? C'est une vue d'esprit, à votre avis? Je ne peux pas savoir, nous ne pouvons pas savoir si c'est une vue d'esprit, mais nous savons quand même qu'il y a des personnes qui témoignent d'avoir été à l'hôpital pour rendre visite à tel et d'en être rentré avec le virus. Tout comme aussi il y en a qui partent mais sans être contaminés, donc c'est pas une donnée figée que moi je ne pourrais certifier, n'étant pas du domaine de la médecine. Et je pense qu'on peut être contaminé dans le taxi, chez soi, à l'hôpital, mais dans la rue on peut. Donc voilà. Parlons des gestes de magnanimité, vous l'indiquiez dans vos propos tout à l'heure, du président de la République depuis la survenance de cette pandémie. Plusieurs membres du gouvernement qui attribuent des dons de plus en plus indiquent qu'il s'agit des dons spéciaux du président de la République dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, ce qui a tôt fait de penser, selon certains, qu'il s'agit finalement des dons qui donnent l'impression que le chef de l'État est un souverain aux ressources inépuisables. D'abord, première question, vous êtes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, président de section au sein de la circonscription politique du Fundi 5. Le chef de l'État du Cameroun, votre président national, a mis en garde contre une sorte de récupération politicienne de cette pandémie. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'à force de parler de magnanimité du chef de l'État autour de cette pandémie, ces membres du gouvernement, pour la plupart, font justement une sorte de récupération politicienne?
Je pense que le chef de l'État, Paul Biya, est un homme généreux. Sa générosité ne souffre de rien dans ce pays. Et nous savons aussi que c'est un homme humaniste qui sait apporter son soutien au peuple lorsqu'il est en difficulté. On l'a vu sur le terrain parfois, comme je me souviens il y a quelques années, lors des inondations à l'extrême nord. Le chef de l'État lui-même s'y est rendu avec son épouse. Donc, c'est un monsieur qui est toujours aux côtés de ces populations. Donc, si on lui attribue, mais je ne pense pas qu'on lui attribue, le chef de l'État donne des instructions, débloque des moyens pour éviter la souffrance à son peuple. Et je pense que c'est normal qu'il en soit le bénéficiaire. On connaît aussi dans le monde des chefs d'État qui font l'objet de durs procès parce que le peuple estime que leurs chefs d'État ne prennent pas suffisamment soin d'eux. On connaît des cas dans le monde, en Amérique latine, en Europe. Et il y a des présidents qui font les frais et qui sont mal jugés par leurs opinions nationales parce que justement, ce genre d'action que nous vivons au Cameroun grâce au président Biya, on ne les vit pas là-bas. Donc je pense que c'est important ces actions. Et c'est le chef de l'État qui est le président de la République. C'est lui qui impulse toutes ces actions. Et c'est normal qu'on lui dédie tout cela. Et c'est même d'ailleurs normal que lui-même prenne ces initiatives parce que moi je suis convaincu que c'est lui qui les prend. On l'a vu le faire en d'autres occasions. Donc voilà. Que ce soit en période de crise, que ce soit en période dite ordinaire, le président de la République apporte généralement ce soutien, dites-vous, à la population camerounaise. Il est magnanime, mais certains semblent estimer que derrière cette magnanimité se cache finalement un objectif politique, celui de perpétuer, j'allais dire, le culte de la personnalité. Partagez-vous cet avis? Je ne pense pas qu'il s'agit de perpétuer le culte de la personnalité. Je crois que on va difficilement détacher l'homme Paul Biya de l'action politique ou de l'homme politique. Donc je pense que c'est un mauvais procès pour moi. Je pense que le chef de l'État agit en tant que chef de l'État. Bon, c'est normal qu'il en bénéficie sur le plan politique, mais c'est le chef de l'État, c'est lui qui a été élu par les Camerounais et il est dans l'exercice normal de ses fonctions. Et donc, s'il le fait bien, il en profite. S'il le fait mal, il ne va pas en profiter politiquement. Mais dans le cas d'espèce, il fait bien et il doit en bénéficier politiquement. Ça va de soi, moi je pense. Parlons justement de politique et d'alternance au Cameroun. On va dire un mot sur le grand débat. Depuis plusieurs semaines déjà, l'on évoque la question de l'alternance au sommet de l'État. Certains indiquent que la session actuelle, la session du mois de juin en cours, pourrait déboucher sur l'examen d'une proposition ou surtout d'un projet de loi relative à une modification constitutionnelle. Une fonction de vice-président serait de plus en plus évoquée dans les chaumières et les couloirs de certains salons UP. Sur cette question spécifiquement, vous avez le sentiment que ce ne serait pas une surprise ou alors on peut évidemment s'en inquiéter? Je pense que laissons le temps faire ces choses. Moi, je préfère, nous sommes à cause de des rumeurs. Et des rumeurs, nous savons, au Cameroun, il y en a eu, il y en aura toujours. Et donc, seriez-vous favorable, vous qui êtes du parti au pouvoir, à une modification actuelle de la constitution camerounaise? Je pense que le chef de l'État qui a la charge de la gestion de ce pays est la personne la mieux placée pour en juger de l'opportunité. S'il estime opportun de modifier la constitution pour instaurer le poste de vice-président, je pense que c'est lui qui en a la responsabilité. C'est pas moi. Moi, j'ai la responsabilité de la commune de Yaoundé 5e. D'accord. Voilà. Il faut dire qu'en 2018, on a quand même connu une sorte de modification constitutionnelle. On avait sauté le verrou de la limitation de mandat pour permettre à votre champion, le président national du RDPC, d'être candidat à l'élection présidentielle. Ce scénario peut se reproduire, à votre avis, si on fait une analyse sans complaisance de la situation politique dans notre pays et au regard du très bel âge du chef de l'État? Je pense que le chef de l'État saura, comme il l'a fait à l'occasion du cas que vous évoquez, je pense qu'il saura également, si la nécessité s'impose, introduire une modification constitutionnelle. Mais s'il estime que ce n'est pas nécessaire, il n'en fera pas. Laissons le temps faire ces choses. Je pense que nous ne perdons rien à attendre. À ce moment, nous pourrons mieux commenter avec davantage d'arguments.
Augustin Bala, lorsqu'à l'Assemblée nationale, on a pratiquement 152 députés, on a pratiquement 87 sénateurs au Sénat, on domine l'exécutif et on domine le législatif dans un pays. Est-ce que cela vous paraît conforme à un pays qui se veut démocratique? Oui, je pense que c'est le résultat de l'expression populaire. C'est le résultat de l'expression populaire. Il ne s'agit pas du... Que répondez-vous à ceux qui disent que c'est l'expression du tripatouillage électoral? Non, il ne s'agit pas du tripatouillage. Tout Camerounais honnête doit reconnaître que le chef de l'État a su implanter un parti politique très fort. Un parti politique qui convainc au-delà de la tribu. Contrairement à de nombreux autres petits partis politiques qui n'arrivent pas à s'imposer au-delà de la tribu de leur leader. Mais aujourd'hui, le RDPC, c'est toutes les tribus du Cameroun, parce que c'est un parti qui est le creuset de l'unité nationale et en qui beaucoup de Camerounais font confiance. Alors, ce petit parti politique que vous évoquiez estime que votre formation politique est pratiquement inféodée au pouvoir. C'est peut-être l'une des raisons qui justifie qu'ils ont du mal à se mouvoir. Non, je ne pense pas. Nous connaissons des pays où les partis au pouvoir ne parviennent pas à gagner des élections. Nous en connaissons dans beaucoup de pays ici, en Afrique centrale, en Afrique. Nous connaissons des partis au pouvoir qui n'arrivent pas à convaincre, bien qu'étant au pouvoir. Mais au Cameroun, le président Biya a su faire du RDPC un parti qui convainc. Et les acteurs du RDPC sont constamment sur le terrain, aux côtés des Camerounais, pour essayer d'apporter des solutions auxquelles sont confrontés ces Camerounais. Je pense que c'est la résultante des bons résultats du RDPC. Il faut également reconnaître que le RDPC arrive à convaincre comme un parti qui se détache de la notion de tribalité. Et donc, c'est un parti qui arrive à convaincre qu'il est axé, il est destiné, il est obnubilé par le développement du Cameroun. Et c'est en cela que ces acteurs sont concentrés. Et donc, c'est la résultante du bon résultat partout dans le pays du RDPC. Et il ne s'agit pas... Nous connaissons aussi dans beaucoup de pays des partis qui sont partis d'un niveau inférieur, mais qui, au fil du temps, ont su convaincre et qui, finalement, sont devenus des très grands partis. Alors qu'au Cameroun, on assiste à un phénomène contraire. Parfois, au début de la création d'un parti politique, les Camerounais affluent parce qu'ils espèrent beaucoup en ce parti, en ce leader. Au fur et à mesure que le temps avance, on se rend compte en fait c'est que du bluff. Le leader, bien qu'il ait commencé par invectiver le RDPC ou le président Biya, mais n'en fait pas en définitive mieux. Et donc finalement, ce parti se vide de nouveau. Et tout le monde revient au RDPC parce qu'on se rend compte que c'est le parti qui vaut la peine. Alors justement, le RDPC semble s'identifier davantage au président de la République, qui est le président national de votre parti politique, créé en 1985. Avez-vous le sentiment que votre formation politique peut survivre à l'après-Biya? Oui, je pense que notre parti survivra. Notre parti survivra au président Biya parce que je pense qu'à l'intérieur de ce parti, il y a beaucoup de Camerounais qui partagent ces valeurs qui pourront continuer d'être défendues après le président Biya. Sauf qu'à l'intérieur, il se dit qu'il y a également de nombreuses batailles. Les dernières consultations électorales ont quand même donné à voir qu'il y avait des mécontentements au sein du RDPC pour ce qui est de l'opération qui a abouti à la rétention des candidatures pour ces joutes électorales-là. Il y a quand même que la paix, et le calumet de la paix n'est pas totalement fumé au sein du RDPC. Dans tout parti de la dimension du RDPC, il y a ces batailles. Et c'est normal. Et je pense que c'est ce qui traduit même la vitalité du RDPC. Les Camerounais de tous horizons se bousculent aux portes du RDPC et veulent occuper des postes. Or, les postes, il y en a très peu. C'est ce qui justifie ces joutes. Mais cela n'entrave à rien l'efficacité du RDPC, sa pertinence dans l'opinion. Donc, je pense que nous n'avons pas beaucoup de soucis à nous faire parce que après les élections, après les joutes électorales,
il y a toujours la calmie, tout le monde revient à la raison et puis on se met à regarder dans une même direction. Et je voudrais dire que à la présidentielle, c'est le président Biya que les Camerounais ont voté à 70%, mais au double scrutin législatif et municipal, il ne s'agissait plus du président Biya, il s'agissait maintenant d'hommes et de femmes qui postulaient comme maire ou député dans des localités, et donc ce sont ces personnes qui ont été votées. C'est pour dire que ce n'est pas toujours l'homme Biya. Oui, nous faisons. L'homme Biya, c'est le président national du RDPC et c'est normal que le RDPC profite de son aura. Mais il faut également comprendre qu'il y a des valeurs sûres à l'intérieur du RDPC dans le cadre des municipales et des législatives qui convainc les Camerounais dans leurs différentes circonscriptions. Monsieur le maire Augustin Bala, je propose que nous prenions une transition pour la deuxième articulation de cette émission et que nous parlions justement de votre municipalité, de vos actions et surtout des actions que vous menez dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. A tout de suite. Je rappelle ce soir que si vous avez évidemment des questions, ces questions seront répercutées à l'invité qui est Augustin Bala, maire du 5e arrondissement de la ville de Yaoundé. Je voudrais qu'on parle justement de cette municipalité, monsieur le maire. D'abord, une première question. Pratiquement une semaine après votre installation, vous avez rendu public via un communiqué radio-presse la suspension des jeudis propres qui avait été institué par votre prédécesseur, Madame le maire Gomo. Avez-vous de différent avec votre prédécesseur? Non, nous n'avons aucun différent. Et pour vous rassurer, elle m'a rendu visite il y a quelques jours à mon bureau et ça a été un moment d'échange très courtois. C'est ma sœur aînée et puis nous avons... Pourquoi avoir suspendu cette journée du jeudi propre? Tout simplement parce que j'estime que la propreté ne doit pas être confinée à une journée dans la semaine. La propreté, c'est une notion permanente, quotidienne. Et donc, la réduire à une journée qui était le jeudi, j'estimais que ce n'était pas normal dans une grande ville comme Yaoundé. Parce que si vous décidez de ne faire la propreté dans votre commune que le jeudi, ça suppose que dès le vendredi d'après, le samedi, le dimanche, le lundi d'après, la ville doit être sale. Et donc, ça n'avait pas de sens à mon entendement. C'est pour cette raison que j'ai demandé que la propreté soit faite tous les jours. Et donc, les commerçants pouvaient ouvrir leur boutique tout en observant tout simplement des règles d'hygiène de propreté chaque jour. Est-ce que c'est respecté? C'est respecté. Vous pouvez circuler dans la commune. Vous constaterez que les commerçants font l'effort de respecter, de faire la propreté. Et surtout, il y a des gains en économie parce que les citoyens, les commerçants, tout le monde se plaint de ce que leur privilégié d'une demi-journée de recettes et un jeudi, un jour qui approche le week-end, cela impactait beaucoup sur l'économie locale et cela, je veux dire, peut créer aussi beaucoup de souffrance aux parents qui, pour chercher le goûter des enfants, avaient beaucoup de difficultés parce que les boutiques n'ouvraient qu'à partir de midi. Où est-ce qu'il fallait aller acheter le goûter de l'enfant qui va à l'école à 6h30 ou à 7h? C'était pénible. Donc voilà, tout le monde en a profité, les commerçants, l'économie locale et la propreté de la commune. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, vous avez mis sur pied au sein du 5e arrondissement de Yaoundé une brigade de désinfection. Est-ce que vous avez le sentiment justement que les missions qui ont été assignées à cette brigade-là ont atteint les objectifs que vous vous fixez? Oui, je dois dire que cette brigade fait correctement son travail parce que toutes les écoles, tous les collèges privés et publics sont désinfectés systématiquement plusieurs fois dans la semaine. Et c'est cette équipe qui se dévoue à cette tâche avec bravoure en semaine comme en week-end. Aujourd'hui, dimanche, ils ont travaillé. Ils le font tous les jours, de 7h parfois jusqu'à 23h
Tout est désinfecté, même les commerces, les boulangeries, les supermarchés, les centres, les structures publiques comme les commissariats, les centres de division des impôts, tout est désinfecté et on désinfecte par cette dynamique équipe. Est-ce que l'appellation brigade ne pourrait pas prêter à confusion? Non, je pense que c'est juste une appellation, c'est tout. On aurait pu appeler service. Ça ne pourrait pas donner beaucoup de zèle aux agents sur le terrain? Non, qui pourraient se croire investis d'une fonction à la limite similaire à celle des autorités de forces de maintien de l'ordre, par exemple? Non, je pense que cette structure, c'est qu'il s'agit juste d'une appellation que le maire a donnée à leur structure, c'est tout. Il n'y a pas plus que cela. Et ce sont des jeunes gens humbles qui font avec dévouement leur travail. Un mot sur une autre brigade, la brigade de propreté permanente et d'embellissement. On en est où sur le terrain? Elle se déploie tous les jours. Si vous circulez dans la commune d'arrondissement des Yaoundé 5, tous les jours dès 6h30, vous allez voir cette équipe qui est en train de décaper les abords de trottoirs, qui est en train de mettre la peinture sur les ronds-points, sur les trottoirs, et qui est en train de créer des jardins dans les petits ronds-points, qui est en train de... Donc c'est une brigade subdivisée en plusieurs équipes qui se déploie dès 6h30 sur les principales artères de notre commune. Elle se déploie effectivement. Quels sont les critères d'enrôlement au sein de cette brigade-là? Est-ce que vous mettez un accent particulier sur le profil des personnes qui doivent effectuer cette mission pour éviter justement qu'il y ait des tensions avec les administrés? Bien sûr que nous regardons le profil, ce n'est pas un hasard. Les choix ne sont pas anodins, donc nous voyons le tempérament de la personne, nous voyons aussi l'attachement de l'agent à la propreté, nous voyons aussi son sens du dévouement, son sens du respect pour la hiérarchie. Et à ce moment, nous voyons que oui, il peut... parce que vous savez, il y a des personnes parfois hautaines, parfois qui estiment que ce sont des tâches salissantes, qui n'acceptent pas de le faire. Donc, pour pouvoir aller tout le matin à 6h30 décaper la boue sur le trottoir de la rue, vous voyez bien qu'il faut beaucoup d'humilité, il faut beaucoup de dévouement à la tâche, à son travail. Et donc, c'est ces valeurs-là que nous recherchons et puis pour détecter finalement ces personnes. Où en êtes-vous avec la campagne de sensibilisation et de recensement des différents impôts et taxes à Douala 5e? À Yaoundé 5, j'arrive. Oui, la campagne elle se poursuit. Nous l'avons engagée depuis une dizaine de jours et je pense qu'elle produit de très bons résultats. Nous en sommes déjà à plus de 5000 contribuables recensés en pratiquement 6 à 7 jours de descente sur le terrain. Et sur le plan financier également, il y a beaucoup de rentrées parce que nous nous sommes finalement rendus compte à ce niveau que à peu près 15, maximum 20% de contribuables de Yaoundé 5 payaient leurs impôts. Pourquoi, monsieur le maire? Mais parfois parce qu'il n'y avait pas, enfin je ne sais pas, le suivi fiscal. Parce que lorsque les contribuables se rendent compte qu'ils ne sont pas suivis, ils peuvent négliger le paiement de leurs impôts. Donc, il faut un système. Moi, je suis inspecteur principal des impôts, donc je l'ai appris à l'école, c'est mon métier. Et je sais que les contribuables ont besoin d'être suivis. Ils ont besoin de savoir que l'administration fiscale ou communale les connaît personnellement et peut les interpeller à tout moment que monsieur, madame, vous n'avez pas encore payé vos impôts, venez payer. Or, quand ils ont l'impression de ne pas être connus fiscalement, ils ne viendront pas d'eux-mêmes parce que l'impôt est tout sauf très spontané. Donc voilà, nous constatons que ce recensement permet à beaucoup de se rendre compte que oui, la commune les connaît et donc ils doivent contribuer au développement de la commune. Parce que nous sommes rendus compte aussi que dès la prononciation des mesures d'accompagnement du chef de l'État, beaucoup de contribuables ont cru comprendre que c'est l'ensemble des contribuables de nos villes qui ne devaient plus payer des impôts, qui avaient été exemptés du droit de paiement. Ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Il s'agit bel et bien des vendeurs de vivres, et puis des transporteurs par moto et par taxi
qui sont dispensés du paiement de l'impôt pour le deuxième trimestre 2020. Mais on se rend compte que les snacks, les boutiques, les salons de coiffure, les menuisiers, or ce sont des catégories de contribuables qui ne sont pas concernés par cette mesure, mais qui malheureusement ont interprété cette mesure en leur faveur et qui, conséquemment, ne payent pas leur impôt. Mais lorsque nous leur expliquons, parce que moi j'ai conçu une note, une lettre, une longue lettre, dans laquelle je reprends mot à mot les dispositions prises par le Premier ministre et qui ont été explicitées par le ministre des Finances. À ce moment, ils comprennent que c'est eux qui étaient dans l'erreur et viennent spontanément à la mairie régulariser leurs impôts. Quel est le niveau de recouvrement des recettes à Yaoundé 5? Je dis en l'état actuel, le niveau... Après ces déclenchements de l'opération de recensement et de recouvrement forcé, le niveau est bon. Il est nettement meilleur que par le passé. Voilà ce que je peux vous dire. N'y a-t-il pas d'argent véreux au sein de votre municipalité, monsieur le maire? Parce que c'est un problème qui est très souvent évoqué par les maires et qu'on écoute très souvent lors des sessions de conseil où le taux de recouvrement est très souvent jugé faible par l'autorité de tutelle et très souvent les magistrats municipaux indexent justement les agents véreux sur le terrain. Est-ce que c'est le cas au sein de votre municipalité? Oui, disons que cette opération nous a permis de constater qu'il y a quelques agents véreux qui, à l'occasion de ces missions de contrôle et de recensement, ont été dénoncés par les contribuables parce que dans plusieurs quartiers, il y a des secteurs entiers qui vous disent que voilà, c'est tel agent de votre municipalité qui venait chaque année collecter l'impôt dans notre secteur. Et comme nous avons communiqué un numéro vert aux contribuables par lequel ils peuvent désormais nous joindre 24 sur 24, cela leur permet de nous appeler pour nous donner l'information directement. Que monsieur le maire, c'est plutôt tel qui travaille dans tel service, c'est madame tel, c'est monsieur tel. Donc on s'en est quand même rendu compte qu'il y a quelques agents, pas beaucoup heureusement, mais qui se sont livrés à ce mauvais jeu-là en estorquant l'argent des contribuables sans Est-ce que c'est des reverser dans sommes les caisses sonnantes de et l'État. trébuchantes qui ont été, par exemple, vous qui avez les rapports, est-ce que vous avez le sentiment que les administrés ont été énormément estorqués justement par ces agents véreux-là? Est-ce que les montants sont suffisamment graves? Enfin, je veux dire, ça dépend de ce qu'on va entendre par gravité, mais je veux dire quand même que si un agent va prendre auprès d'un contribuable 300 000 sur 3 ans, ou alors 350 000 sur 3 ans, ou alors pratiquement 250 000 depuis 5 ans. Parce que nous avons ces situations où l'agent vous dit j'ai ouvert il y a 6 ans, 7 ans et depuis lors c'est elle qui vient prendre l'argent de mes impôts ici, mais moi je ne me doute de rien parce que je sais qu'il travaille à la mairie, donc je sais qu'il a certainement ma quittance là-bas qu'il garde. Et donc à l'occasion du contrôle, il vous dit voyez tel, c'est elle qui a mes quittances, mais vous arrivez, il n'existe aucune quittance. Alors si quelqu'un arrive à prendre 250 ou 300 000 auprès d'un contribuable pendant 3 ans, 4 ans, vous voyez qu'il est déjà au-delà du million, et ce sont les fonds publics qui auraient dû être dans les caisses de l'État, donc ce sont les fonds publics. Donc vous comprenez que et vous savez, dans le cas de l'impôt dans les municipalités, ce n'est pas des grands montants, mais c'est l'ensemble de ces petits montants qui fait le gros budget d'une commune. Voilà. Dans le cas de la lutte contre les inondations, nous sommes en période hivernale ou en saison des pluies. À Yaoundé, vous avez initié récemment une opération de désengorgement de la rivière des Bogo. Quelle est la situation réelle sur le terrain? Oui, je dois dire que malheureusement, cette opération s'est arrêtée aussitôt parce que l'engin que le maire de la ville avait bien voulu mettre à la disposition de la commune d'arrondissement de Yaoundé 5 pour 2 semaines a été embourbé, s'est embourbé au 2e jour et entré au fond du marécage et a dû faire 5 jours à l'intérieur là-bas. Donc pour le tirer des eaux du marécage, cela a fait beaucoup de peine. Et puis après avoir été extirpé du marécage, l'engin a fait près de 2 à 3 semaines sans pouvoir démarrer. Et donc il y a à peine une semaine et demie que
les techniciens de la mairie de la ville ont pu à nouveau démarrer le moteur. Donc nous attendons un peu et puis nous allons demander à nouveau à la mairie de la ville de pouvoir nous le prêter, parce que nous voulons curer l'ensemble du canal des Bogos, tout comme l'ensemble des cours d'eau de notre commune. Nous voulons faire des espaces piétons, des rues piétonnes aux abords de nos cours d'eau. Et donc, nous voulons également... Monsieur le maire, vous avez les moyens de votre politique? Disons que ce sont des idées, ce sont des projets, mais nous nous tournons aussi vers des organismes internationaux qui parfois ont des financements pour ce type de projet qui concernent l'environnement. Il ne s'agit pas forcément des moyens, mais le meilleur moyen pour un maire, c'est dans ses idées. Du moment où vous avez l'idée, vous pouvez. Il y a toujours des structures qui sont prêtes à vous accompagner dans tout type de projet. Avant de parler des priorités de ce quinquennat, on a évoqué quelques-unes des actions qui sont déjà menées sur le terrain. J'aimerais m'arrêter sur ce que je pourrais qualifier de votre innovation. Tous les mercredis, vous avez instauré le bilinguisme à Yaoundé 5. Vous exigez que l'on s'exprime en langue de Shakespeare, en anglais, au sein de votre commune. Monsieur le maire, de vous à moi, le mercredi, vous parlez anglais? Oui, le mercredi, nous En dehors de vous, vous avez le sentiment qu'au sein de la municipalité, on parle vraiment anglais? Si vous venez le mercredi à la mairie des 5e, vous allez constater que le personnel fait l'effort de parler anglais. Et c'est effectivement une innovation que j'ai amenée pour que nous nous habituions au Vous n'avez pas le sentiment d'avoir mis vos collaborateurs à l'école avec... Oui, mais c'est une bonne école, c'est une bonne cause, c'est une bonne école. Je voudrais d'ailleurs ajouter qu'il va y avoir des formations en anglais par service. J'ai dû créer dès mon arrivée un service de la traduction et de l'interprétariat, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les textes de notre commune sont rédigés en français et traduits en anglais. Et donc, avant que vous ne soyez à cette municipalité, c'était pas le cas? Non, c'était pas le cas. C'était pas le cas. C'est moi qui l'ai apporté, ce service. Et donc, c'est un service qui fonctionne déjà et qui est en train de préparer des cours de formation en direction du personnel par service que nous allons faire après 15 heures chaque jour avec un service pour leur permettre de mieux s'acclimater à l'anglais, de mieux apprendre l'anglais. Parce qu'il faudrait que nous puissions parler anglais à la commune de Yaoundé 5, tout comme le français. Vous avez eu des concertations avec vos collaborateurs, les représentants de l'entreprise en Serbac et les représentants du FECOM autour du projet de construction de l'immeuble siège de la commune de Yaoundé 5. Monsieur le maire, certains disent que c'est un projet qui est devenu un véritable serpent de mer. Où est-ce qu'on en est? Non, ce n'est pas un serpent de mer. Je pense que le projet évolue et est plutôt en très bonne voie. Nous avons dû... vous savez que là où mon prédécesseur envisageait de construire l'hôtel de ville, c'est la propriété de la mairie de la ville. Et donc nous n'avions pas de titre foncier, nous n'avions pas de titre de propriété là-dessus. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le projet a été arrêté, parce que du moment où l'hôtel de ville, la mairie de la ville de Yaoundé a demandé qu'on ne construise pas là-dessus, sur ce terrain, on ne pouvait rien y faire. Il y avait déjà des fonds mobilisés pour ce projet? Les fonds étaient déjà mobilisés. Vous avez fait les comptes? Bien sûr qu'il y a 500 millions dans le compte du FECOM. C'est des fonds, rien n'a bougé de ce compte. Donc, ils n'attendent que le démarrage de l'hôtel de ville. Maintenant, nous avons un titre foncier en bonne et due forme sur un terrain de 6000 m² en Colmessan, sur lequel nous envisageons d'engager les travaux. Donc, nous sommes en train de refaire. Vous savez, le terrain où était envisagé la construction de l'hôtel de ville porte sur 1800 m². Alors que celui d'un Colmessan, sur lequel nous envisageons le démarrage imminent du nouvel hôtel de ville de Yaoundé 5, s'établit sur 6000 m². Donc, il faut des réadaptations. Vous voyez bien qu'à la montée de l'hôpital Caisse, le terrain était très accidenté pour construire l'hôtel de ville, donc il fallait un très grand mur de soutènement, ce qui n'est pas le cas sur le terrain sur lequel nous envisageons l'hôtel de ville en Colmessan. Donc ce sont ces réajustements qui sont en train d'être faits par l'architecte de commun accord avec le FECOM et l'entreprise bénéficiaire attributaire de ce marché.
dont vous avez donné le nom tout à l'heure. Et nous nous concertons par visioconférence chaque semaine, parce que nous voulons tous avancer afin que les travaux de notre hôtel de ville soient lancés dans les tout prochains mois. Vous pensez que ce projet qui vous tient à cœur pourra sortir véritablement des fonds baptismaux avant le terme de votre quinquennat? Bien sûr, puisqu'il va commencer, il va démarrer avant la fin 2020. De toute façon, c'est un projet qui va démarrer. Nous sommes déterminés à lever tous les obstacles qui s'y greffent, pourvu qu'il y a un des 5 enfin en hôtel de ville, que cet arrondissement éponyme de Yaoundé mérite. Parce que c'est un arrondissement qui est au cœur de l'histoire de la ville de Yaoundé et mérite donc un hôtel de ville digne de son nom. Et c'est ce que nous nous attelons à faire. Quelles sont les priorités de ce quinquennat pour vous? Je pense qu'il y a cet hôtel de ville. Il y a cet hôtel de ville que nous devons démarrer. Il y a les routes parce que Yaoundé 5 a mal à ses routes. Et puis également, nous avons pour ambition de doter chaque quartier d'un marché et d'un mini-complexe sportif. Parce qu'il y a Yaoundé 5, à l'instant, nous n'avons qu'un seul marché, celui des sauces. Et donc les populations d'Ongousso, Omnisport, partout là-bas, éprouvent des problèmes. Et même que celui existant des sauces est devenu insuffisant parce que très peu de boutiques y sont logées. Donc nous voulons également construire une bibliothèque municipale et un centre multimédia dont nous avons déjà trouvé le terrain. Nous voulons également, comme vous l'avez vu il y a quelques jours, construire des toilettes publiques dans tous les carrefours, dans les grandes agglomérations humaines de notre commune pour permettre aux citoyens de ne plus déféquer à l'air libre, de ne plus uriner à l'air libre. Donc voilà à peu près ramasser quelques priorités sur lesquelles nous sommes déjà, effectivement. Où en êtes-vous avec les centimes additionnels communaux? Vous les avez perçus pour le premier trimestre de cette année ou le deuxième trimestre de l'année 2020 déjà? Nous n'avons pas encore reçu de centimes additionnels communaux. J'aurais eu vent, mais mon receveur qui est la personne la mieux indiquée pour me donner l'information ne me l'a pas encore dit, donc je ne peux pas considérer l'information tant que ce n'est pas mon receveur. Tant que vous vous en sortez avec les fonds propres à l'heure actuelle de la mairie, vous réussissez à gérer les charges fixes de votre municipalité? Nous nous battons, comme disent les Camerounais, nous nous battons avec le peu que nous avons. Monsieur le maire, parlons justement des mairies qui se battent. Cela vous paraît concevable et acceptable? Votre parti politique a au minimum 310 communes que vous gérez, mais on a une décentralisation qui est aujourd'hui devenue un véritable serpent de mer, malgré les textes qui existent, malgré d'ailleurs le texte récent, celui portant sur les codes des collectivités territoriales décentralisées, qui découle justement du grand dialogue national. Vous comprenez à quel niveau se trouvent réellement les pesanteurs? Pourquoi les mairies ne sont pas de véritables agents autonomes de développement? Je dois dire que je ne peux pas donner l'explication. C'est l'administration centrale qui doit pouvoir donner l'explication pourquoi est-ce qu'il y a quelques pesanteurs, mais je pense que la décentralisation est un processus. C'est un processus et dans le cas depuis 1996, c'est un processus. Il va bien falloir qu'un jour le processus s'arrête, sinon ça peut durer 100 ans, un processus. Oui, mais je dois dire qu'avant, les bancs, par exemple, les bancs des écoles publiques, c'est l'administration centrale qui les fournissait. Mais maintenant, c'est la commune qui doit fournir les bancs. C'est la commune. Donc, le budget alloué pour les bancs, pour des salles de classe, pour des latrines, autrefois relevait de la gestion de l'administration centrale, donc des ministères. Mais aujourd'hui, c'est revenu dans les budgets des communes. Donc, comme pour un prélude à la rentrée prochaine, ces budgets ont été reversés, transférés dans les communes pour être gérés, construits à ce niveau de responsabilité. Donc, je pense que c'est depuis 1996, mais nous n'en sommes plus à la situation de 1996. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un fonds de décentralisation qui est normalement
acheminé vers chaque commune, qui va être acheminé, je pense. Donc, moi, je ne suis pas pessimiste. Je pense que le contexte économique difficile aussi ambiant. Ce n'est pas une belle excuse, monsieur le maire. Non, si. On parle tout le temps du contexte économique difficile, mais on reproche très souvent au gouvernement d'avoir un train de vie critiquable. Est-ce que ce n'est pas la belle excuse tout le temps de justifier le fait que les municipalités soient finalement les parents pauvres d'une décentralisation qu'on aurait voulu effective? Disons qu'à ce niveau, je ne peux pas dire plus que ça, mais ce que je sais que des efforts sont faits. Comparativement aux années antérieures, des efforts sont progressivement faits. Et j'ai vu par exemple cette année, chaque commune a dû adopter des projets pour l'ordre de 100 millions. Et les financements viennent de l'administration centrale du Mindeville. Auparavant, ce sont des projets qui étaient gérés directement par la tutelle. Donc, à plusieurs niveaux, à plusieurs points de vue, nous voyons qu'il y a des avancées. Et moi, je continue de soutenir que les difficultés économiques ne favorisent pas tout de suite une flopée de transferts d'argent surtout. Les compétences sont transférées, mais l'argent ne suit pas parce que le contexte économique ne s'y prête pas. Telle est ma conviction. Vous n'avez pas le sentiment que c'est une question de volonté politique? Je pense que la volonté politique y est. Vous pensez que la volonté politique y est? Sur cette question, j'aimerais justement vous relancer, monsieur le maire. Lorsque vous élaborez des projets pour 100 millions et que vous devez attendre l'argent qui vient de l'autorité centrale pour financer ces projets, vous estimez que ça, c'est une décentralisation ou c'est une déconcentration masquée? Non, je pense que l'argent est mis à la disposition de la commune. Là est le plus important. Dans vos caisses, où vous recevez des cartons, parce qu'on a eu des maires ici qui nous parlaient des cartons que vous recevez, des autorisations de dépenses. Est-ce que c'est de l'argent qui est mis dans les caisses des municipalités dont ils disposent pour implémenter comme ils le souhaitent, quand ils le souhaitent, leur projet ou leur plan de développement? C'est de l'argent qui est mis à la disposition des municipalités, mais dont vous ne voyez pas les espèces. Ce sont par mesure de sécurité, c'est tout. Il s'agit de votre argent. L'argent appartient bel et bien à la commune. Ça veut dire qu'on ne veut pas lâcher le cordon ombilical, monsieur le maire. On est au moins d'accord sur cette approche? Non, je ne pense pas. Comment vous avez l'argent qui n'est pas disponible dans vos caisses? C'est de l'argent virtuel. De quoi avons-nous besoin? Vous avez besoin d'autonomie totale. Si on reste, on reste figé sur la définition de la décentralisation, vous avez besoin d'être autonome financièrement, de pouvoir gérer vos caisses. Oui, je pense que l'autonomie, c'est davantage dans la faculté de pouvoir dire oui, dans ma commune, je veux faire ceci, je veux faire ceci, ça coûte tant. Oui. Et puis, on met à ma disposition ce montant que je gère en toute liberté parce que le processus de désignation des bénéficiaires à travers la commission de passation des marchés, ce n'est pas le ministre qui désigne qui vient faire ces marchés, c'est le maire qui est le maître d'ouvrage pour la gestion de ces projets. Et donc, je pense que cet argent existe. Même les taxes que nous collectons dans nos communes, est-ce que nous les gardons à l'intérieur de la commune? Nous ne les gardons pas dans la commune. Nous les gardons au trésor central parce qu'il faut sécuriser les fonds publics. Sinon, nous allons avoir et des coups de vol et des détournements et autres. Je pense que c'est tout. L'argent est bien celui de la commune en ce qui concerne ces projets qui sont identifiés par la commune et dont le processus de désignation de tous les acteurs est diligenté par la commune pour l'intérêt de la commune, au profit de la commune. Je pense que c'est la décentralisation. Êtes-vous d'accord avec l'opération de péréquation observée dans la redistribution des sommes que vous collectez ou des impôts, des taxes que vous collectez, puisque vous dites que l'argent est gardé au trésor, mais lorsqu'il est reversé aux municipalités, on tient compte d'un certain nombre d'éléments d'équilibre. Est-ce que cette approche vous paraît suffisamment convaincante? Oui, l'approche me paraît convaincante parce qu'il faut de la justice sociale. Il faut de la justice sociale, sinon de quoi vivraient les communes à l'extrême nord, où il n'y a rien, où tout est désert? De quoi ils vivraient? Là-bas, ce sont des Camerounais aussi. De quoi vivraient les communes au nord-ouest,
où il y a la guerre, où on ne peut recouvrer aucun impôt. De quoi vivraient ces communes depuis 3 ans que nous avons cette crise anglophone? Donc cette péréquation, elle s'impose parce que elle émane d'un souci de justice et d'équité sociale, ce qui est important dans un pays comme le nôtre. Et c'est aussi même un principe de solidarité nationale parce que les communes les plus fortunées doivent être solidaires des moins fortunés parce que c'est le développement du Cameroun en général que nous souhaitons, que nous voulons. Êtes-vous autorisé au sein des municipalités aujourd'hui à passer des marchés de plus de 4,9 millions de francs CFA? Oui, bien sûr. Nous passons des marchés même de 200 millions et plus, bien sûr. 100 millions pour les municipalités pour cette année. Quand on regarde évidemment la répartition de la dotation générale de fonctionnement, c'est beaucoup ou c'est peu pour une mairie comme Yaoundé 5? Pour un début, ça va. Maintenant, au fur et à mesure... ça va pour faire quoi? Ça peut... parce que tout dépend de... C'est chaque année. C'est chaque année. Ce n'est pas sur... oui, bien sûr que vous pouvez... comme dans le cas des Yaoundé 5, c'est un tronçon de route qui avait été choisi par mon prédécesseur. Donc, c'est annuel. Le montant n'est pas pour toute la mandature. Donc, si chaque année, vous pouvez investir tout au moins pour 100 millions de ce côté-là, parce que cela ne vous enlève à rien la faculté, par votre propre conseil, d'adopter d'autres projets qui pourraient être financés par d'autres sources de revenus ou alors par vos propres recettes fiscales. Donc ça, c'est juste un appoint du gouvernement pour stimuler, pour encourager le développement local. Mais d'autres initiatives sont autorisées à partir de l'exécutif, à partir du conseil. C'est-à-dire, vous pouvez décider que voilà, nous voulons construire un pont là-bas, nous voulons construire une route là-bas, nous voulons construire un stade municipal, un marché, et vous vous tournez vers d'autres bailleurs qui sont tels que le FECOM, tel qu'une institution internationale, un organisme international qui peut vous accompagner. Donc c'est en ce terme que j'estime que 100 millions, ça va. Et puis, je pense que le montant ira crescendo au fur et à mesure que le pays aussi ira mieux. Dans le cadre du budget de votre municipalité cette année, quelle est la proportion de l'enveloppe qui est consacrée à l'investissement? L'investissement est, je pense, nous sommes à peu près 500 millions. L'enveloppe consacrée aux investissements, nous sommes à peu près à 500 millions. Monsieur le maire, j'aimerais qu'on sorte de ce sujet sur la décentralisation par une question. Comment on accélère un processus de décentralisation qui, bien qu'étant implémenté en période de crise, mériterait un coup d'accélérateur pour beaucoup? Comment rendre les communes totalement autonomes, elles qui ont cette obligation de résultat, parce qu'elles sont évidemment celles qui sont interpellées par les administrés au premier chef? Je pense qu'il s'agit d'abord d'outiller, de mieux outiller d'abord les maires, les exécutifs. Parce que nous ne devons pas oublier qu'il s'agit de la fortune publique et que les personnes appelées à gérer cette fortune publique doivent être bien outillées, bien formées à la gestion de la chose publique. Sinon, nous aurons des dérives. Et après, vous voyez tout ce qui s'ensuit, des emprisonnements. Donc, je pense que le premier outil dont il faut d'abord doter les exécutifs, les maires, c'est une bonne formation des maires sur la gestion de la chose publique, sur la gestion de la dépense publique. Et puis maintenant, en ce qui concerne la décentralisation, je pense que... A-t-on mis à ce sujet justement des cadres qui permettent d'assurer une formation des magistrats municipaux? Que fait finalement le CEFAM? Je pense que le CEFAM contribue à la formation d'un certain type de personnel, mais le CEFAM ne viendra pas former les maires élus. Le CEFAM ne viendra pas former les maires élus. Je pense que le FECOM peut envisager,
le MINDEVEL, qui est le ministère de tutelle, peut envisager cette formation des maires pour éviter des dérives, pour assurer la bonne gestion des ressources qui sont mises au profit des communes. Parce que le tout n'est pas de demander qu'on donne l'argent dans les communes, mais il faut s'assurer aussi que cet argent va être utilisé à bon escient, que cet argent ne servira pas à des programmes plutôt politiques. Parce qu'il y en a qui investissent pour le politique, c'est-à-dire je vais y rester éternellement, et je ne me consacre pas au problème de développement réel de ma localité, mais j'investis l'argent dans le politique, à le mettre à la disposition des politiciens, à le mettre... Donc, c'est toute cette formation. Parce que pour que le développement prenne à la base, il faut des acteurs bien outillés, bien imprégnés de l'objectif de développement, du souci de développement de notre pays. Donc, c'est une arme importante avant de revendiquer donc qu'il y ait une flopée de ressources financières. Mais c'est normal, moi je pense que c'est normal que nous sollicitions davantage de moyens parce que les problèmes sont colossaux. Et donc il faut que les moyens accompagnent la dimension ou alors le niveau de problème. Donc il faut davantage de ressources pour les communes. Voilà. Que répondez-vous à ceux qui pensent qu'une mairie très puissante peut fragiliser l'autorité centrale? Je ne pense pas. Je pense que la mairie soutient l'autorité centrale, quelle que soit sa puissance. La mairie relaie l'action de l'autorité centrale. Voilà. Vous êtes considéré comme un philanthrope. Certains estiment que vous êtes très généreux, vous êtes très impliqué dans des actions humanitaires. J'allais presque demander, Augustin Mbala puise dans ses poches ou simplement dans les poches de la commune pour accomplir toutes ces actions qui vous sont attribuées au quotidien? Non, je dois dire que quand on est généreux, on trouve toujours ce qu'on peut donner aux autres. Il ne s'agit pas de prendre dans la commune. Je pense que ce que la commune peut permettre de mettre à disposition de mes populations, je n'hésite pas à le faire. Mais aussi lorsque mes propres poches permettent de le faire. Parce que je n'ai été maire qu'il y a 3 mois et demi. Mais avant, je suis dans la politique depuis une trentaine d'années, depuis l'âge de 15 ans. Et donc, j'ai toujours su partager ce que j'ai. Je pense que c'est une valeur intrinsèque à ma personne, dont je n'arrive pas à me détacher. Disons un mot justement sur ce militantisme qui est le vôtre. Vous êtes aujourd'hui à la tête de la section du RDPC dans la circonscription politique du Fondi 5. Ce fut facile d'arriver au sommet, j'allais presque dire. Avez-vous eu des obstacles, comme c'est très souvent le cas dans certaines formations politiques? Oui, des obstacles, il y en a. Dans un parti comme le RDPC... Qu'est-ce qui gêne? C'est l'ambition, l'expérience, l'expertise qui dérange au sein de votre formation politique? C'est le choc des ambitions. C'est le choc des ambitions. Parce que lorsque vous avez la même ambition que l'autre, alors il y a choc, il y a électrochoc. Alors ça fait que chacun il va à sa manière, chacun use de sa manière pour triompher. Donc ce n'est jamais facile. Je propose, monsieur le maire, que nous prenions une transition. C'est la dernière halte pour avoir quelques-unes des journaux et au passage évidemment quelques réactions des téléspectateurs. C'est juste après ce léger break. À tout de suite. Monsieur le maire Augustin Mbala, on va évacuer quelques réactions et vous permettre justement de réagir aux réactions.
Permettez que j'utilise cette expression doublement. Bonsoir, bonne émission. S'il vous plaît, demandez à Monsieur le maire ce qu'il pense de la route Total Ngusso, Texaco Omnisport. La route Total Ngusso, Texaco Omnisport. Alors, je voudrais dire que cette route est très engorgée et certains ont pu voir que moi-même je suis descendu sur cet itinéraire il y a environ 2 semaines parce que je voudrais déjà qu'on l'élargisse du côté du cimetière et puis on est en train de refaire un peu le mur du petit cimetière qui était devenu un refuge des bandits. Donc on est en train de fermer complètement et puis on va refaire la peinture sur ce mur. Et nous allons également remblayer le côté du cimetière pour agrandir l'espace que peuvent emprunter les véhicules. Mais je voudrais surtout aussi dire que dans 2 mois, nous allons démarrer la route transformateur qui va aller en direction de Papa Michaud, donc ce sera de l'hôtel Papa Michaud, donc ce sera une voie de contournement pour cet itinéraire qui est très souvent engorgé à tout moment dans la journée. Et il est également envisagé par la société Razel l'élargissement de la route pharmacie du stade Hôtel au Paradis. Parce que nous voulons que dorénavant, tous les véhicules qui vont en direction de l'hôpital général ne soient plus obligés de passer par Total Ngusso, par Petrolex. Nous voulons se raccourcir parce qu'en ce moment, la route est très étroite et la pente est très abrupte, si bien que beaucoup de véhicules redoutent, ont peur d'aller de ce côté-là. C'est pour ces raisons que les travaux sont envisagés par l'entreprise Razel pour agrandir la route et réduire la pente abrupte, ce qui permet que voilà, de ce côté-là. Donc finalement même, il y aura 2 voies pour pouvoir contourner cette route de Texaco Omnisport Total Ngusso. Soit on passe en face du transformateur au niveau des dépôts de bois et puis on retrouve la nouvelle route qui va être faite venant de la pharmacie du stade. Soit alors on part aussi de l'hôtel au Paradis et puis on prend cette nouvelle route qui débouche sur la pharmacie du stade. Donc, je suis conscient que c'est une voie engorgée, mais des solutions sont déjà même trouvées et puis les travaux vont bientôt commencer. Pour celle qui est de transformateur, l'entreprise est déjà toute désignée même. Bonsoir, monsieur le maire de la commune de Yaoundé 5. Je n'ai qu'un mot à votre endroit. Longue vie et beaucoup de courage pour votre mandature. C'est Mabouan Santiri qui nous a envoyé cette réaction. Je vais également vous permettre de réagir à quelques autres questions. Bonsoir Info Télévision, bonsoir à monsieur le maire. Que pense-t-il de la route de Momo-Nebel-Nkal? Je crois que c'est cela. Ouais. Oui. La route de Momo-Belenga, je voudrais rassurer les populations de Nkolomé 5 que cette route va démarrer. C'est la grande route qui partira du lycée bilingue. C'est une grande voie de 2 voies x 2 qui va arriver à Momo-Belengal, c'est le siège de l'actuelle sous-préfecture, oui. Le quartier qui va également abriter l'hôtel de ville, c'est ce quartier qui est appelé Momo-Belengal. Donc c'est une grande route qui partira du lycée bilingue et qui va traverser par Momo-Belengal et qui va déboucher à Tradex Éleveur. Donc, je voudrais rassurer. En ce moment, nous sommes en réunion avec le MINDU presque toutes les semaines. L'entreprise a déjà été désignée. Les fonds pour cette route sont déjà mobilisés parce que c'est un projet de la Banque mondiale, le PVDIR, qui a mobilisé les 15 milliards qui étaient nécessaires pour cette grande route. Et l'argent des indemnisations, c'est 1 milliard, à peu près 200 millions. L'argent est déjà prêt. Parce que c'est la communauté, la mairie de la ville qui devait se charger de mobiliser l'argent des indemnisations des populations. Et cet argent est déjà disponible auprès de la mairie de la ville. Tout ce qu'on attend, c'est que le Premier ministère sorte le décret des indemnisations qui va donc répertorier les montants
les noms et les montants de chaque famille. Et à ce moment, les indemnisations vont commencer à être payées et le chantier va donc démarrer. Parce que c'est un préalable pour la Banque mondiale que les indemnisations des populations soient d'abord payées. Et donc, c'est le processus qui est en cours. Bonsoir, monsieur le maire. Nous sommes en Gousso Thème. Nous jeunes t'avions soutenu pour ton élection municipale. Nous pensons que... Alors, il vous tutoie, j'ignore d'ailleurs pourquoi. Je vais continuer à vous voyez pour rester politiquement correct ce soir. Nous espérons que vous allez au moins nous donner les routes que Madame Ngombo nous a promis depuis 15 ans sans suite. C'est une pression supplémentaire. Oui, je dois dire que les populations d'Intem, vous m'avez vu déjà au moins 3 fois, moi-même sur le terrain Intem, pour venir faire les maîtrises avec les ingénieurs génie civil. Et nous avons au moins ensemble déterminé 3 routes qu'il faut bitumer dans votre secteur. Et je pense que dans le budget 2021, Ngousso-Ntem a fait l'objet de propositions de route. Je veux dire que les tronçons de route que j'ai promis pour le bitumage, Ngousso-Ntem en a au moins 2. Et déjà, la route dont je parlais tout à l'heure, dont les travaux vont commencer au niveau de transformateur, et va également aller du côté d'Intem. Donc, je voudrais vous rassurer que vous êtes au centre de nos préoccupations. Vous-même, vous m'avez déjà vu sur le terrain plusieurs fois là-bas et que je vais continuer à travailler pour que vous soyez satisfaits. Avec la complicité de la réalisation ce soir, on va rapidement prendre la une de quelques journaux qui paraîtront demain, lundi 22 juin 2020. Et on va débuter cette une des tabloïds par la une du journal La Météo Bi-Hebdo ce soir. L'édition qui paraît demain lundi titre sur Ernest Obama. Selon la une de ce journal de Dieudonné Vin qui fait le portrait d'un traître, ce monsieur qui n'a ni queue ni corne mais qui est différent, qui n'est pas différent de Lucifer. C'est l'information qui est à lire en parcourant l'article qui est publié en page 2 du journal de Dieudonné Vin. La formation en informatique est également à lire en pied de une de ce journal, La Météo Bi-Hebdo. L'Institut africain d'informatique Cameroun a lancé le 2e concours en ligne. Selon l'information qui barre le pied de une de ce journal, Info Matin Quotidien titre sur l'affaire Ernest Obama, quand la victime Amougou Belinga devient le bourreau. Le président directeur général du groupe L'Anecdote a adopté un enfant qui a fini par faillir le tuer et curieusement, personne ne cherche à savoir. Dans cette sordide histoire qui n'arrête pas de faire jaser, où est la vérité? La sentence est toute trouvée. Le promoteur de Vision Finance et de l'ISAM, c'est lui le diable. L'information est évoquée en page 3 du journal Info Matin Quotidien. S'agissant des projets structurants liés à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, le ministre Célestine Ketia-Cortez était sur le terrain. Selon le pied de une de ce journal Info Matin Quotidien, et l'on révèle que près de 90% des travaux ont été réalisés dans la région de l'ouest du Cameroun, selon la page 2 de ce journal Info Matin Quotidien. La nouvelle titre sur l'ambassade du Cameroun à Paris, au cœur de la mafia des passeports. C'est le dossier qui est proposé. Dossier de 2 pages à lire dans les colonnes de ce journal. Le Soir Tri-Hebdo parle de révision constitutionnelle au Cameroun, une rumeur mal expliquée. C'est une information qui est à lire en une de ce journal. Hebdo Meyome Salah parle du sérail en une. Tous les ingrédients d'un coup de balai présidentiel, selon l'article qui est à lire en une de ce journal, au-delà de ces conflits ouverts entre responsables au sein des entreprises publiques ou du gouvernement, de l'insuffisance de résultats de certaines administrations au moment où la nation toute entière attend des solutions. Eh bien, les conditions, selon ce journal, sont donc réunies pour pousser Paul Biya à procéder à un grand ménage. Un décryptage est proposé dans les colonnes de ce journal. Hebdo Meyome Salah repère titre sur le délégué général à la Sûreté nationale qui mène une enquête à l'ambassade du Cameroun en France. Le quotidien Émergence titre sur le tribunal criminel spécial et parle en une d'un affrontement autour des coffres-forts d'Atanganakuna. C'est une information qui est à lire en page 5 de ce journal. Entrepreneur pour sa part a choisi de titrer sur le projet de reconstruction des régions du Nord-Ouest
et du sud-ouest du Cameroun et apprécie les initiatives prises par le gouvernement à travers la mise sur pied d'un plan Marshall. C'est une information qui est à lire en une de ce journal. Ladies News, pour sa part, parle des violences sexuelles perpétrées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Selon une enquête menée par ce journal, 33% des femmes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun sont victimes de violences sexuelles. C'est une information qui est à lire en une de ce journal. Pour intégration, l'actualité est marquée par la sortie de Monseigneur Samuel Cléda. Mal au centre, c'est une information qui est à lire en une de ce journal qui revient sur le traitement fait à base de plantes médicinales qui a été mis sur pied par le Prelat et qui est loin de faire l'unanimité, y compris au sein du Sérail. Une information qui est à lire en une du journal Intégration. Le quotidien de l'économie, pour sa part, titre sur le parcours de Zaché Bouga Tianga au barreau de New York, une interview de l'avocat camerounais classé parmi les 40 meilleurs de sa profession aux États-Unis, et l'actualité qui barre la une de ce journal de Thierry Ekoti. Première heure, titre sur la dénonciation, il nous parle des brasseries du Cameroun qui musellent ce tabloïd. C'est une information qui est à lire en une de ce journal. La République Hebdo, pour sa part, titre sur cet autre collabo qui meublait la presse. Il s'agit évidemment de l'affaire Ernest Obama qui est également à lire en une de ce journal. La Voix du Centre, pour sa part, nous propose de revenir sur la série JCAM. L'élection se prépare activement au sein du plus ancien patronat du Cameroun et les réactions de quelques collaborateurs de Célestin Tawamba sont également à lire dans l'épisode 4 qui est publié dans les colonnes du journal La Voix du Centre. Leader Presse, titre sur Ayos qui opère sa métamorphose selon l'information qui est à lire en grande une de ce journal. Éco Matin, pour sa part, revient sur les revenus du pétrole, comment l'État manipule les chiffres. C'est l'information qui est à lire en parcourant la grande une de ce journal. Réalité Plus, titre sur le Covid-19 et revient sur les personnalités qui ont trompé le ministre de la Santé publique et qui a suspendu gars de Biomédical Equipment. C'est une information qui est évoquée en une de ce journal. Les Singans, pour sa part, a titré sur la coopération sino-camerounaise, le péril Yanzing. C'est une information qui est à lire en grande une de ce journal. L'œil du Fundi parle de Cuba. Amogo Belinga, pris en otage par des apprentis sorciers. Plusieurs résident à l'étranger. Des lyncheurs qui sont décidés à faire la peau à l'homme d'affaires mania des médias. C'est une information qui est à lire en une de ce journal. L'Indépendant parle de déloyauté, parlant de l'affaire de l'ancien pensionnaire et journaliste du groupe La Anecdote. Le revers de la trahison, c'est ce que nous révèle la une de ce journal. Et il s'agit justement de l'ancien présentateur de Club d'élite qui a été interpellé le 18 juin dernier et placé en détention au secrétariat général, le secrétariat d'État à la Défense en charge de la gendarmerie. Ernest Obama est accusé, selon ce journal, d'abus de confiance, de trahison, de faux usage de faux, mais également de détournement. L'actualité qui est évoquée par Génération Libre à présent nous plonge au cœur du don spécial du président de la République, une attention du chef de l'État à l'endroit des communautés religieuses. C'est une information qui est évoquée en parcourant le pied de une de ce journal Génération Libre, qui précise également que 3 officiers français arrivés en fin de séjour au Cameroun ont reçu, sur instruction du président de la République, des médailles. L'opération de décernement de ces médailles a eu lieu, c'était le week-end dernier, et c'était le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, Joseph Betty-Assomo, qui a procédé à la cérémonie de remise de ces médailles. Marie-Thérèse Abena-Ondoa est l'actualité qui est évoquée par le journal Canal Presse, une femme de cœur au service des citoyens. C'est l'information qui est à lire en grande une de ce journal. L'Avenir, pour sa part, nous parle de la problématique de l'eau et de l'énergie au Cameroun. Paul Biya, source intarissable, et le journal revisite l'ensemble des chantiers mis en œuvre par le président de la République du Cameroun pour permettre aux Camerounais d'avoir accès à l'eau et à l'électricité. Le Pélican nous parle des projets structurants en cours de réalisation dans la région de l'ouest du Cameroun et le satisfait de Célestine Ketia-Cortez en mission d'inspection des chantiers liés à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, mais également des projets structurants, a pu apprécier que les travaux avancent de manière raisonnable et le taux d'exécution physico-financière de ces projets affiche pratiquement 90% selon l'information qui est à lire en une de ce journal. The Horizon, journal d'expression anglaise, par
parle du plan Marshall instruit par le président de la République et apprécie l'implémentation de ce plan dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. C'est d'ailleurs à travers la une de ce journal The Horizon que l'on met un terme à cette revue des journaux qui paraîtront demain lundi 22 juin 2020 et vous avez donc la primeur de les avoir en direct ce soir dans le cadre de cette émission La Ligne Rouge sur Info Télévision. Monsieur le maire Augustin Bala, merci d'être venu dans le cadre de cette livraison de La Ligne Rouge et d'avoir partagé 1h30 avec les téléspectateurs. C'est plutôt moi qui vous remercie infiniment et vous exprime tout le plaisir qui a été le mien d'être avec vous pendant toute cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez sur nos programmes qui se poursuivent. À dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Bien le bonsoir. Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24.